Hier, Frantz Fanon aurait eu 100 ans. Issu de la société post-esclavagiste martiniquaise des années 20, engagé dans les forces françaises libres en 1943, il se forme à la psychiatrie institutionnelle en Algérie. Penseur et acteur de la décolonisation, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de peau noire masque blanc aux damnés de la terre. Il n'a cessé d'analyser les mécanismes de la domination en liant racisme, colonisation, santé mentale et aliénation économique. 100 ans après sa naissance, que reste-t-il de la pensée fanonienne? Bonjour Hamzat Boukari Yabara. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur du Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, spécialiste du panafricanisme. Alors, première question, la naissance de Frantz Fanon, puisque c'est bien l'anniversaire qui nous occupe aujourd'hui, c'était hier, jour pour jour, il y a 7 ans, le 20 juillet 1925. Il naît à Fort-de-France, en Martinique. Est-ce important pour comprendre sa pensée, ce premier élément biographique? Oui, évidemment, puisque la Martinique est une société qui a été construite dans l'esclavage, qui a été abolie qu'en 1848. Donc en 1925, on est à peu près trois, quatre générations après l'abolition de l'esclavage. Et dans le récit national, il y a eu un travail d'assimilation qui a gommé en fait la période de l'esclavage et qui amène en fait les Martiniquais à se penser français à part entière. Avec un narratif partant de Victor Schœlcher, et c'est quelque chose que Fanon va découvrir de manière un peu brutale et radicale en comprenant qu'il n'est pas tout à fait français de la même manière que ceux de l'Hexagone. Donc la Martinique est une société qui à l'époque est structurée racialement, socialement, économiquement, et Fanon grandit effectivement dans cet univers un peu particulier. Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes. C'est par ces mots que Frantz Fanon explique son engagement dans les forces françaises libres en 1943. Pourtant, quand il arrive sur le front, il découvre autre chose. Oui, alors Fanon se considère entre guillemets comme un esclave de la liberté. Donc pour lui, c'est vraiment un homme de principe, c'est un homme d'engagement. Je pense que c'est très important de le rappeler. Il s'est engagé à l'âge de 17 ans dans la dissidence pour rejoindre les forces françaises libres. Et quand il arrive, il constate que les soldats antillais, qui sont différents des tirailleurs sénégalais qui eux viennent des colonies, sont discriminés. Ils ne sont pas traités de la même manière, ils ne sont pas considérés de la même manière. Et lorsqu'il s'engage sur le front, notamment dans le Doubs et dans l'est de la France, il constate que le fermier paysan, en fait, n'est lui-même pas intéressé à défendre sa propre terre. Donc il y a vraiment une désillusion par rapport à ce qu'il pensait venir libérer en France, donc libérer la France du nazisme, et également le sentiment qu'il s'est trompé de combat. Donc il envoie une lettre à ses parents où il explique qu'il a l'impression de s'être trompé de combat et qu'il regrette finalement d'être venu participer dans ce contexte-là à la libération de la France. Une forme de prise de conscience qui peut-être aussi le mènera en Algérie. Oui, alors c'est aussi un engagement, il a à l'époque 17-18 ans, donc c'est un jeune un peu révolutionnaire, fougueux, qui croit peut-être à certaines utopies, qui croit au mot d'ordre de liberté, d'égalité, de fraternité, et qui effectivement un peu plus tard s'engagera du côté de l'Algérie. Alors d'abord dans un contexte professionnel et constatera sur place que son rôle est peut-être d'aller de l'autre côté, du côté des indépendantistes algériens, par rapport à la manière dont il voit que sont traités notamment les malades nord-africains dans l'hôpital de Blida où il va arriver effectivement au milieu des années 50 pour prendre un poste de médecin-chef. Juste avant 1951, c'est un tournant chez Frantz Fanon puisqu'il rencontre le psychiatre François Tosquelles, l'un des inventeurs de la psychothérapie institutionnelle. Pouvez-vous nous en expliquer les principes? L'un des enjeux, en fait, c'est de resocialiser le malade, le patient. C'est de comprendre également que le malade n'est pas seul, il fait partie d'un groupe, d'un collectif, d'une société et qu'on peut, autant que possible, essayer de traiter le malade par des diagnostics, par des traitements et cetera. Mais si on ne guérit pas la société, finalement, on, guérit quelqu'un dans le vide. Et donc l'intérêt, en fait, de Tosquelles, donc qui est, un médecin qui a notamment, fui la guerre d'Espagne, c'est, de développer un traitement en espace ouvert. Donc on sort, en fait, l'image du malade, de la dimension de l'asile, de la dimension de l'incarcération
et on le réintroduit dans la société à travers des activités, sociales, à travers des rencontres, à travers des sorties au marché, à travers des ateliers, de couture, à travers en fait une socialisation qui prend compte en fait de la société, du milieu, de la réalité sociale, qui est celle du patient. Il ne s'agit plus juste d'établir des diagnostics froids, mais vraiment de réintégrer le malade dans un collectif, dans un groupe, dans la société, avec l'idée que la société elle-même est malade et qu'il faut, guérir donc également la société dans ce contexte-là. Et donc Fanon, est intéressé par le travail de Tosquelles à Saint-Alban. Il s'y rend, il y suit une formation qu'il va ensuite appliquer lorsqu'il arrivera en Algérie, dans un contexte plus large, puisque là, il est à la tête d'un service et donc il peut développer un certain nombre d'activités, des matchs de foot, des visites, la prise en compte également de la religion. Et également tout un ensemble également de, comment dire? De travail autour des infirmiers puisque lui-même ne parle pas arabe et donc il y a la question également de la langue, du rêve, de la traduction, qui s'inscrit dans ce contexte-là. Alors quand Frantz Fanon arrive, vous le mentionniez à l'instant, à l'hôpital de Blida en Algérie française à l'époque, il adapte cette méthode aux patients arabes musulmans. En quoi consiste la social thérapie qu'il applique sur place et quelles conséquences aussi tire-t-il de cette expérience sur la colonisation et décolonisation? Alors, il arrive dans une société qui est ségrégée, où les patients, français et nord-africains ne sont pas traités de la même manière, ne sont pas gardés dans les mêmes lieux. Dans le cadre des patients, nord-africains, ils sont, incarcérés, enchaînés, ils ont des camisoles, donc il met déjà en place un processus de libération des corps, de libération de l'espace de circulation. Il met également, en place des activités donc, sportives, donc l'importance vraiment de libérer le corps, de permettre au corps de s'exprimer. Des sorties, des visites, des cafés. Donc il réinscrit en fait le patient nord-africain dans sa culture, en montrant, l'importance justement de guérir l'homme. Et donc ce travail va, l'amener en fait également à, apparaître comme un allié finalement des Algériens et donc à être, identifié aussi bien par les services français que par le FLN comme quelqu'un qui peut servir la cause algérienne dans un contexte donc de guerre d'Algérie, effectivement. Est-ce qu'il fait le lien entre colonisation et santé mentale directement à ce moment-là ou ça vient plus tard ou... Le lien est direct, hein. C'est vraiment, l'idée que la colonisation, déshumanise l'homme. La colonisation est une violence, totale, une violence intégrale, qui brise, la culture de l'individu, qui l'aliène, qui le rend, étranger à lui-même et qui a aussi des effets sur le côlon. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il soigne aussi bien, les patients, nord-africains, que des, militaires, notamment, français, qui participent notamment à la torture et donc il voit bien comment le rapport de force, la violence est très présente et c'est quelque chose qu'il avait déjà évoqué, dans Peau noire, masque blanc, dans la relation du noir et du blanc, autour notamment de la dialectique, du maître et de l'esclave, donc la référence à Hegel, en montrant aussi, le poids donc, de la violence, dans le processus de libération, par rapport à la résistance, à l'oppression que subissent justement les colonisés. C'est de cette expérience notamment que naîtra son livre bien connu Les damnés de la terre, publié en 1961. Exactement, c'est un livre qu'il, termine d'écrire quasiment sur son lit de mort. Alors c'est souvent présenté comme un livre testament, mais c'est un livre qui, s'inscrit dans une, comment dire? Dans une trajectoire, d'engagement, de prise en compte de la conscience nationale des peuples et en même temps de leur nécessité de penser une libération des peuples. Les damnés de la terre aussi, met en avant l'importance de la paysannerie, donc la référence, du titre peut faire référence au communisme, mais il c'est la question en fait du sous-prolétariat, de qui doit mener la révolution, africaine, la révolution algérienne. Parce que Fanon voit aussi très clairement les limites, de ce combat anticolonialiste et la possibilité de voir émerger des bourgeoisies, nationales qui reprennent quelque part la place du colon. C'est-à-dire que l'aliénation, peut produire des élites, algériennes, africaines et cetera, qui en fait ne se mettent uniquement que dans les habits du colon pour, produire la même violence vis-à-vis, du peuple une fois libéré. Et donc Les damnés de la terre est vraiment un livre, phare, qui va avoir une forte influence sur beaucoup de mouvements de libération, sur beaucoup de mouvements, de résistance, que ce soit aux États-Unis avec
le mouvement du Black Power, en Afrique du Sud avec la lutte contre l'apartheid, et dans tous les terrains où il y avait effectivement des luttes de libération dans les années 60-70, ce qui fait un peu de Fanon le prophète du tiers-monde, le prophète de la libération des peuples à ce moment-là. Ce livre, Les damnés de la Terre, il est préfacé par Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que ça dit de la pensée de Frantz Fanon, cette rencontre? Et en effet, il mourra très peu de temps après cette publication. Alors, dans les lectures de Fanon, il y a pas mal d'ouvrages autour de l'existentialisme, Kierkegaard, Sartre, Jasper, etc. Et à cette époque-là, Sartre est quand même le plus grand intellectuel français, l'un des plus grands en tout cas, qui est engagé sur la question de la guerre d'Algérie et qui soutient l'œuvre et le combat de Fanon. Et cela montre aussi la capacité de Fanon à dialoguer avec à critiquer aussi une certaine gauche française dans le contexte de la guerre d'Algérie et surtout, je dirais, à entrer dans vraiment les grandes figures de la pensée anticoloniale et je dirais, l'histoire intellectuelle. Pourquoi Frantz Fanon n'est-il pas étudié à l'école Hamzat Boukari Yabara? Alors, c'est un homme qui a été, qui a combattu la France dans le cadre de l'anticolonialisme, qui a été, condamné également par la France, donc qui a, je dirais, tout un passif, colonial. C'est la question de l'histoire coloniale française, qui de manière générale est très peu enseignée, à l'école. Ensuite, on a, je pense, un oubli, de la figure qu'il a été, de l'importance qu'il a été. Alors au niveau des universités, il a un tout petit peu plus étudié. Dans les universités à l'étranger, il est très étudié, ses livres sont traduits, il y a des colloques régulièrement qui sont, faits à son sujet. Mais dans le contexte français, il y a aussi évidemment l'arrière-plan de la guerre d'Algérie, qui je pense, l'invisibilise ou en tout cas tend, je dirais, à le mettre de côté dans l'enseignement, français. Oui, parce qu'on est passé un petit peu vite, pardonnez-moi, sur son engagement, hein, aux côtés du FLN en 1954 dans la guerre d'Algérie. Il devient même ambassadeur du gouvernement provisoire de la République algérienne au Ghana. Oui, alors il démissionne, hein, de son poste de médecin à Blida et en 57, il part s'installer en Tunisie. Il devient aussi journaliste pour El Moudjahid, donc le journal officiel du FLN, et ambassadeur du GPRA. Donc il voyage dans plusieurs pays africains pour défendre en fait la révolution algérienne. Et cela l'amène effectivement à développer une stature internationale, tout en continuant à soigner à l'hôpital de la Manouba à Tunis. Donc c'est vraiment un homme de théorie et de pratique, d'écriture et d'action. Et c'est ça qui le rend extrêmement protéiforme dans le domaine de la politique, de la philosophie, de la psychiatrie, de la sociologie et de l'anthropologie notamment. Il y a un autre livre majeur de Frantz Fanon, c'est Peau noire, masque blanc, 1952. Que nous apprend ce livre sur la lutte contre le racisme notamment et que peut-il nous enseigner aujourd'hui? Alors, ce livre, il est très important parce qu'effectivement, il démontre les problématiques autour du désir de reconnaissance, autour de la manière dont la race traverse les relations sociales, les relations intimes, et comment il est nécessaire en fait comment dire, de combattre les préjugés qui sont le fruit d'une construction sociale. Il montre bien comment la race renvoie à des représentations qui font qu'on va désigner telle ou telle personne par des éléments ou des stéréotypes ou des phénotypes blanc, noir, alors que derrière il y a une humanité qui est en fait hiérarchisée. Donc il faut décoloniser la race et déracialiser l'histoire, notamment l'histoire coloniale. Et donc il faut revenir aux racines finalement du racisme, qui sont des racines notamment économiques dans l'esclavage et dans les représentations sociales. Merci Hamzat Boukari Yabara d'être venu ce matin sur France Culture. Je rappelle que vous êtes docteur du Centre d'études africaines de l'EHESS, spécialiste du panafricanisme.